Bienvenue dans le Journal du Business, notre émission qui vous sera présentée plusieurs fois par semaine et au cours de laquelle nous allons vous présenter les différentes actualités business que nous pensons que vous devez connaître. Pour introduire ce premier épisode du Journal du Business, nous allons donner la primauté au Maroc qui est devenu une véritable source d'inspiration pour tous les pays africains dans le domaine de l'automobile. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Maroc vient de fabriquer sa première voiture Made in Maroc. C'est juste exceptionnel quand on sait qu'il y a de cela quelques années, le Maroc s'est lancé dans une politique très ambitieuse consistant à devenir un assembleur de véhicules en Afrique et qui pouvait se projeter sur le marché européen. Le Maroc a simplement bénéficié de sa position géographique favorable, lui permettant d'être à 45 minutes seulement de l'Espagne en ferry et avec bien évidemment une main-d'œuvre moins chère et derrière la volonté de former son personnel pour que celui-ci soit opérationnel. Cette stratégie a permis à plusieurs équipementiers automobiles mondiaux de venir au Maroc pour pouvoir, dans un premier temps, faire de l'assemblage, ceci bien évidemment suite à des incitations fiscales. Et avec les années, le Maroc a simplement produit le modèle que l'on a vu la Chine, il y a de cela quelques années, faire, c'est-à-dire attirer sur place à cause d'une main-d'œuvre moins chère, à cause de mesures fiscales incitatives et derrière, partir de l'expérience qui était déjà culminée sur place pour former son personnel et obtenir petit à petit la technologie lui permettant de devenir lui-même un fabricant de véhicules qui va désormais se projeter pour pouvoir vendre non seulement au Maroc, mais dans le reste du monde, ces véhicules. Par exemple, rien que pour cette année, on compte plus de 150 000 Peugeot 208 qui vont sortir du Maroc, sans oublier 30 000 Citroën, en comptant 90 000 véhicules assemblés désormais par la Somaca. La production annuelle au Maroc cette année avoisine les 600 000 véhicules. C'est exceptionnel. Mais attention, dans ces 600 000 véhicules, plus de 65% de toutes les pièces sont fabriquées sur place au Maroc. Et ceci donne donc au Maroc un véritable avantage, lui permettant de pouvoir se projeter lui-même pour devenir un acteur dans le secteur de l'automobile. Et tenez-vous tranquille, l'automobile aujourd'hui emploie au Maroc plus de 220 000 personnes. C'est énorme, faisant donc bien évidemment de ce secteur la première industrie du pays. Et comme annoncé donc plus tôt, partant de ces acquis, le Maroc a décidé lui-même de devenir un fabricant de véhicules et a mis sur le marché son premier véhicule qui s'appelle la Neo. C'est une première voiture qui est fabriquée au Maroc par des Marocains et avec des capitaux marocains. C'est très important d'apporter cette précision. Et aujourd'hui, avant même que le véhicule ne soit distribué, on a enregistré déjà plus de 200 commandes, tellement il y a de l'engouement derrière. Les prix pour cette voiture sont autour de 15 000 €, soit 10 millions de francs pour avoir sa Neo. Et pour avoir un peu d'histoire derrière, on a voulu associer à chaque modèle Neo une ville du Maroc. La jaune, par exemple, est nommée Fès, la verte, Dakhla, la grise, Nador, l'orange, Berkane et la blanche, Casablanca. Voilà donc un tour de force que le Maroc vient d'opérer et qui, je pense, devrait inspirer davantage de pays africains. Se servir de son potentiel pour pouvoir, derrière, utiliser des mesures incitatives pour attirer chez soi les géants du monde et non pas simplement se plaindre, mais utiliser des mesures incitatives fiscales. Il n'y a que ça qui marche. Les géants dans l'économie veulent se faire des marges et là où on leur propose des avantages et avec une bonne compétitivité, ils viennent. Libre donc aux pays d'Afrique subsaharienne de s'inspirer de ce modèle-là en formant leur personnel comme le Maroc, comme la Chine l'ont fait auparavant pour décider bien évidemment du ou des secteurs dans lesquels ils vont devenir des acteurs mondiaux d'envergure dans les prochaines années. La deuxième info du jour nous amène au Bénin. Il s'agit d'une interdiction de pouvoir exporter dès 2024 la noix de cajou brute. Vous savez que la noix de cajou est un produit aujourd'hui qui est très consommé dans le monde entier, qui est beaucoup produit en Afrique, leader mondial, la Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas le seul à pouvoir produire cette noix-là et qui, bizarrement, est achetée brute en Afrique, exportée en Asie, principalement en Inde, pour derrière être transformée et envoyée dans le reste du monde, notamment aux États-Unis. On pourrait se demander pourquoi les Africains vendent une matière brute alors que même peuvent derrière la transformer. La technologie pour transformer la noix de cajou n'est pas extrêmement difficile à obtenir et bien évidemment devenir compétitif dans ce secteur demande certes des aménagements mais est parfaitement possible. Et c'est pour relever donc ce challenge que l'État du Bénin a décidé qu'à partir du 1er avril 2024, la noix de cajou ne sortirait plus de son territoire sans être transformée. Et c'est là bien évidemment une loi
qui devrait inspirer d'autres pays africains. Le cajou n'est rien d'autre que le deuxième produit d'exportation du Bénin après le coton. Le cajou est au centre de vastes projets de développement afin d'inverser une situation peu réluisante dans laquelle on retrouve un pays comme le Bénin qui produit plus de 150 000 tonnes de noix de cajou brutes et qui se retrouve à toutes les exporter et ne transformer sur place que 11 000 tonnes, soit à peine 6% de noix de cajou transformées sur place. Et ça, bien évidemment, le gouvernement de Patrice Talon a décidé de s'attaquer à ce problème-là de manière frontale et de corriger ceci en interdisant dans un premier temps les exportations. Ceci, bien évidemment, va avec la politique consistant à pouvoir faire du Bénin un hub industriel et donc tu ne peux pas vouloir faire un hub industriel chez toi et continuer de laisser tes matières premières sortir de manière brute du pays. Il faut être cohérent. Si on crée un hub industriel, on doit mettre les conditions pour favoriser la production nationale. Et c'est simplement la logique que le Bénin a suivie et je pense que d'autres pays en Afrique devraient suivre. Ceci va permettre à l'économie béninoise de pouvoir gagner davantage d'argent, de pouvoir elle-même devenir transformatrice, d'apporter de l'industrie, du travail, de l'expertise, de la formation. Et tout ceci, bien évidemment, va bénéficier davantage aux Béninois. Et ce qui est fait dans le cadre de la noix de cajou, je pense, devrait être fait dans le cadre du coton et dans bien d'autres domaines. Mais pour être cohérent dans cette logique, le gouvernement ne s'est pas simplement limité à interdire l'exportation de la noix de cajou. Aujourd'hui, le gouvernement a pu faciliter l'installation d'au moins 20 000 hectares de nouvelles plantations à partir de plants performants d'anacardier produits par des pépiniéristes professionnels. Ceci, bien évidemment, avec pour but de permettre la réhabilitation de plus de 70 000 hectares d'anciennes plantations pour augmenter le potentiel de production du pays. On voit donc qu'on est dans une véritable logique d'expansion dans le domaine du cajou et ceci, bien évidemment, ne peut être qu'encouragé et, bien évidemment, avec pour but derrière d'inciter, je l'espère, d'autres acteurs de la zone. La dernière information du jour nous ramène au Kenya. Il s'agit d'une invention d'Anthony Mutua, un jeune ingénieur électrotechnicien qui a été confronté à un problème assez important. Vous savez que dans nos pays, malheureusement, une grande partie n'est pas électrifiée. D'ailleurs, on dénombre aujourd'hui près de 600 millions d'Africains qui n'ont pas d'électricité et donc bien évidemment qui vivent dans le noir littéralement. Et ce jeune ingénieur, un jour alors qu'il était en train d'aller pour se préparer pour un entretien, a simplement vu son téléphone complètement s'éteindre. Et ceci, bien évidemment, l'a tellement frustré qu'il s'est décidé à régler ce problème. Et comment il a pensé le faire? En créant des chaussures qui pouvaient recharger les téléphones. Oui, vous avez bien entendu. Créer des chaussures qui pouvaient recharger les téléphones. Et pour ça, bien évidemment, il a juste eu un principe très astucieux. C'était de mettre des puces dans les semelles des chaussures qui seraient rechargées avec la pression que chaque pas ferait en marchant ou en courant sur la chaussure. De telle sorte que l'on puisse par derrière venir plugger le téléphone sur la chaussure et avoir de l'énergie. On peut obtenir cette énergie-là en marchant, en étant directement connecté, ou alors après avoir marché ou couru, parce que derrière, il y a la capacité pour ces puces de pouvoir stocker de l'énergie, recharger son téléphone en à peine quelques minutes. Et ça, bien évidemment, pour le grand bonheur de toutes les personnes qui vivent dans des contrées éloignées. C'est un projet, effectivement, qui est connu depuis quelques années, mais qui nous démontre à quel point on peut avoir de la créativité sur le continent si les moyens suivent. C'était là nos 3 informations du jour. J'espère qu'elles vous ont plu. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous parle le plus. Et rendez-vous pour notre prochain épisode du Journal du Business. Peace.